J'étais assise dans ma cabine de luxe, un verre de champagne à la main, et j'écoutais, à travers la fine cloison, des rires familiers provenant de la cabine voisine. Mes enfants, Camille et Thomas, étaient là, à quelques mètres seulement, ignorant tout de ce que j'avais fait exprès, en réservant la suite juste à côté de la leur. Ils me croyaient chez moi à Paris, seule et insouciante, tandis qu'ils profitèrent de la croisière en Méditerranée qu'ils avaient organisée pour toute la famille, sauf pour moi. Ce qu'ils ignoraient, c'est que 72 heures plus tard, lors du dîner de gala final, je briserais le rêve idyllique qu'ils avaient bâti à mes dépens. Et ce ne serait ni par des cris, ni par des larmes. Ce serait par la vérité froide et indéniable, servie comme plat de résistance. Je suis ravie que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez mon histoire. Je suis curieuse de savoir où elle en est. Tout a commencé 3 mois plus tôt, un jeudi après-midi comme les autres. J'étais dans mon bureau à la maison, en train d'examiner les rapports financiers de l'entreprise familiale. Moreau & Fils, l'entreprise de construction que mon défunt mari et moi avions créée de toutes pièces, 30 ans auparavant. Après son décès, il y a 5 ans, j'ai discrètement pris les rênes de l'entreprise, en conservant Camille comme directrice marketing et Thomas comme chef de projet. C'étaient des postes bien rémunérés, avec des salaires généreux que j'approuvais personnellement chaque mois, persuadée d'investir dans leur avenir, de les préparer à prendre un jour la relève. J'étais l'actionnaire majoritaire, mais j'ai toujours préféré rester en retrait, les laissant briller, recevoir les éloges et la reconnaissance. Je pensais être une bonne mère, leur laissant l'espace nécessaire pour évoluer professionnellement. Ce que je n'avais pas compris, c'est que, pour eux, ma discrétion était synonyme d'invisibilité. Et l'invisibilité, je l'ai appris à mes dépens, est le premier pas vers la mise à l'écart. Cet après-midi-là, tout en sirotant mon café et en analysant des chiffres, j'ai reçu une notification sur mon portable. C'était une photo Instagram. J'ai cliqué machinalement et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. C'était une photo de Camille, radieuse dans une robe blanche fluide, un verre de champagne à la main, sur le pont d'un bateau, avec la mer turquoise en arrière-plan. La légende disait « J1, avant la croisière de la famille Moreau. 7 jours en Méditerranée avec ceux que j'aime le plus. J'ai tellement hâte. » J'ai cligné des yeux, relisant la phrase 3 fois. Une croisière en famille ? Quelle croisière ? Personne ne m'avait rien dit. J'ai commencé à faire défiler les photos et les commentaires. Il y en avait des dizaines. Thomas avait partagé l'itinéraire complet. Barcelone, Monaco, Florence, Dubrovnik, Santorin. Ma cousine Béatrice, que je n'avais pas vue depuis 2 ans, commentait avec enthousiasme « Enfin des vacances en famille !» Mon cousin Jean-Luc, avec qui nous avions à peine échangé quelques mots à Noël, avait posté une photo du billet. Même Sophie, l'ex de Thomas il y a 3 ans, était taguée sur les photos du groupe WhatsApp créé pour organiser le voyage. Tout le monde était là. Tout le monde, sauf moi. J'ai senti une étrange sensation me monter à la gorge. Ce n'était pas vraiment des larmes. C'était plutôt un sentiment de vide, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. D'une main tremblante, j'ai décroché le téléphone et appelé Camille. Elle a répondu à la 3e sonnerie, d'une voix enjouée et insouciante. Je lui ai posé la question directement, en essayant de garder mon calme. Il y a eu un silence gêné à l'autre bout du fil. Puis elle a laissé échapper un rire nerveux et m'a expliqué que Thomas et elle organisaient cette croisière avec leur cousin. Quelque chose de plus pour leur génération, pour renouer des liens. Elle a ajouté qu'elle était sûre que je comprendrais, que je n'aimerais pas être coincée sur un bateau pendant 1 semaine, que je préférais mon confort et mes habitudes. De plus, argumentait-elle, il n'y avait plus de cabine disponible. Le bateau était complet. J'ai écouté tout cela en silence, la froideur de ce mensonge parfaitement articulé
me transperçant le téléphone comme une lame. Elle avait toutes les excuses prêtes, bien répétées. J'ai raccroché sans rien ajouter. Je suis restée assise des heures sur cette chaise, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone, à regarder se multiplier ces photos joyeuses. À chaque nouvelle publication, à chaque nouveau commentaire enthousiaste, la blessure s'approfondissait. Mais ce n'était pas seulement l'exclusion qui faisait mal, c'était la prise de conscience progressive d'un schéma que j'avais ignoré pendant des années. J'ai commencé à me souvenir de tous ces petits signes que j'avais choisi d'ignorer. Les réunions de famille auxquelles j'étais convoquée à la dernière minute, comme un ajout à la liste. Les dîners de Noël où je restais en cuisine à tout préparer pendant qu'ils riaient au salon, et où, lorsque je m'asseyais enfin à table, la conversation s'interrompait quelques secondes avant qu'ils ne reprennent les sujets qu'ils avaient manifestement abordés en mon absence. Les fois où j'avais suggéré des idées pour l'entreprise et où Camille avait souri poliment, les avait notées dans un carnet sans jamais rien mettre en œuvre, pour ensuite présenter 3 mois plus tard la même idée comme si elle était la sienne, et où Thomas avait applaudi avec enthousiasme. Je m'étais persuadée que je leur laissais l'espace nécessaire pour évoluer, mais la douloureuse vérité était qu'ils me considéraient tout simplement comme insignifiante. Le pire, c'était de réaliser tous les sacrifices que j'avais faits pour eux. À la naissance de Camille, je venais d'être promue directrice régionale dans un cabinet d'architectes. C'était mon rêve. J'étais au sommet de ma carrière, enfin reconnue. Mais mon mari, Pierre, lançait son entreprise de construction, travaillait 18 heures par jour, et il fallait bien que quelqu'un s'occupe du bébé. J'ai tout laissé tomber. Je me suis dit que ce serait temporaire, que je reviendrais dans quelques années. Puis Thomas est né, et ensuite il y a eu les années à développer l'entreprise, à gérer la maison pendant que Pierre décrochait des contrats, à être l'épouse parfaite lors des réceptions qui attiraient des clients, à élever 2 enfants quasiment seuls, en faisant comme si de rien n'était. Quand Pierre est mort d'une crise cardiaque à 52 ans, épuisé par le travail, j'ai découvert qu'il m'avait légué l'entreprise à parts égales avec les enfants, mais avec une clause me donnant le contrôle majoritaire jusqu'à leurs 35 ans. Camille avait 33 ans, Thomas en avait 31. J'étais encore techniquement propriétaire de tout, mais je ne me suis jamais comportée comme une propriétaire. J'ai toujours agi comme la veuve qui perpétue l'héritage de son mari, la mère qui soutient les rêves de ses enfants. Je signais les documents, j'approuvais les budgets, mais je les laissais représenter l'entreprise. Je les laissais recevoir les prix, donner les interviews, être photographiés dans les magazines économiques, comme de jeunes entrepreneurs à succès. Mon nom n'apparaissait que comme actionnaire dans les documents légaux. Aux yeux du monde, et apparemment aussi à ceux de mes propres enfants, j'étais l'ombre, la veuve discrète qui restait à la maison à s'occuper de la paperasse. Et maintenant, je découvrais que je ne méritais même pas une cabine sur la croisière familiale, probablement financée par les dividendes de l'entreprise que je dirigeais. J'ai passé cette nuit-là sans dormir, mais je n'ai pas pleuré. Quelque chose d'étrange s'est produit en moi durant ces heures de silence. La douleur a commencé à se cristalliser, prenant une autre forme. Ce n'était plus du désespoir, c'était de la lucidité, une lucidité froide et tranchante, comme du verre brisé. J'ai réalisé que j'avais passé 30 ans à être la femme que tout le monde attendait de moi, l'épouse dévouée, la mère qui se sacrifie, la veuve digne. Et où cela m'a-t-il menée ? À être exclue d'une croisière familiale, alors que l'ex-petite amie de mon fils y était invitée. L'humiliation ne résidait pas seulement dans l'exclusion elle-même, elle résidait aussi dans le fait qu'il n'est même pas jugé nécessaire d'inventer un mensonge plus convaincant. Ils n'ont même pas pris la peine de feindre de se soucier de mes sentiments. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Je ne les affronterai pas avec des larmes ou des reproches. Je ne les supplierai pas de m'intégrer ni de leur reprocher tout ce que j'avais accompli. Ce serait humiliant. Ce serait implorer un amour qui devrait être inconditionnel.
Non. Je ferai quelque chose de bien plus fort. Je partirai en croisière, mais à mes conditions. Et le moment venu, à l'instant parfait, je révélerai qui était vraiment Élise Moreau. Non pas la mère invisible, non pas la veuve discrète, mais la femme qui avait bâti tout ce qu'ils croyaient leur appartenir de droit. J'ai appelé mon avocat, Marcel, le jour même. Je lui ai expliqué la situation de façon directe et objective. J'avais besoin de 2 choses. Premièrement, l'accès à tous les relevés bancaires de l'entreprise pour les 6 derniers mois. Deuxièmement, je voulais savoir précisément comment cette croisière était financée. Marcel, qui connaissait notre famille depuis des décennies, est resté silencieux quelques secondes après mon intervention. Puis, d'une voix posée, comme quelqu'un qui choisit ses mots avec soin, il m'a assuré qu'il s'occuperait de tout immédiatement. 3 jours plus tard, Marcel se présenta à mon appartement avec un épais dossier de documents. Nous nous installâmes dans le salon et, tandis qu'il ouvrait les rapports posés sur la table basse, je pus voir son visage se crisper. Il commença par m'expliquer qu'il avait mené un audit discret des comptes de l'entreprise en se concentrant particulièrement sur les transactions récentes. Ce qu'il découvrit me glaça le sang, sans pour autant me surprendre. Au cours des 4 derniers mois, Camille avait approuvé une série de frais de représentation et d'événements de réseautage professionnel totalisant près de 80 000 €. Marcel détailla chaque poste de dépense. Un virement de 25 000 € à une agence de voyage, présenté comme un séminaire de planification stratégique d'entreprise. Des paiements échelonnés par carte de crédit professionnelle dans une boutique de luxe des Champs-Élysées, classés comme tenue professionnelle pour événements d'affaires. 15 000 € supplémentaires en divertissement d'entreprise, comprenant des dîners dans des restaurants 3 étoiles Michelin et des bouteilles de vin dont le prix dépassait le salaire mensuel de nos employés. J'ai récupéré les documents et j'ai lu chaque ligne attentivement. Ce n'était pas seulement la croisière. C'était une pratique systématique consistant à utiliser l'entreprise comme un coffre-fort personnel. Et le plus révoltant, c'était l'audace. Chaque dépense était accompagnée d'une description impeccable, d'une justification professionnelle parfaite. Si j'avais été un actionnaire lointain, si je ne connaissais pas mes enfants, je n'aurais jamais rien soupçonné. Mais je les connaissais. Je connaissais chaque mensonge entre les lignes. Cette retraite d'entreprise, c'était la croisière en Méditerranée. Les tenues professionnelles, c'était les robes de créateurs que Camille exhibait sur ses photos Instagram. Les divertissements d'entreprise, c'était les dîners de fête avant le voyage avec leurs cousins et amis, où ils trinquaient à la vie merveilleuse qu'ils menaient grâce à l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front. Marcel m'observait en silence. Finalement, il me demanda ce que je comptais faire. Je pouvais les licencier sur le champ, dit-il. Je pouvais les poursuivre pour détournement de fonds. Je pouvais convoquer une réunion du conseil d'administration et les dénoncer publiquement. Toutes ces options étaient envisageables. Mais tandis qu'il parlait, je compris qu'aucune ne me satisfaisait. Les poursuites judiciaires étaient des froides. Le licenciement était une simple formalité administrative. Je ne voulais pas seulement punir. Je voulais qu'ils ressentent exactement ce qu'ils m'avaient fait ressentir. Je voulais qu'ils subissent l'humiliation publique de voir leur vraie nature exposée devant ceux qu'ils cherchaient à impressionner. Je voulais que le tapis leur soit retiré sous les pieds de la manière la plus spectaculaire qui soit. C'est alors que l'idée m'est venue. J'ai demandé à Marcel de se renseigner sur le nom exact du navire, les dates précises et l'itinéraire complet. Je voulais savoir s'il restait des cabines. Il m'a regardé d'un air perplexe, puis a peu compris, et un léger sourire a effleuré ses lèvres. 2 jours plus tard, il m'a appelé avec la merveilleuse nouvelle. Le navire était le Mediterranean Star, l'un des paquebots les plus luxueux des côtes européennes. Le voyage durerait 7 jours, au départ de Barcelone. Et oui, il restait des cabines. En fait,
il y avait une suite de luxe particulièrement intéressante. La cabine 312, juste à côté de la cabine 310, réservée au nom de Camille Moreau. La cloison entre les cabines était fine, m'a-t-il expliqué en riant doucement. J'entendais chaque mot, chaque rire, chaque conversation. J'ai réservé la cabine sur le champ, avec mes propres deniers, et non avec le compte de l'entreprise. Ce serait mon investissement personnel pour la justice. J'ai dépensé 12 000 € pour la suite la plus luxueuse de ce couloir. Elle les valait largement. Les semaines suivantes, tout en faisant croire à Camille et Thomas que tout allait bien, absorbé par mes projets personnels et mes clubs de lecture, je me suis préparée avec minutie. J'ai acheté de nouveaux vêtements, élégants mais discrets. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. J'ai fait des soins du visage. Non pas pour les impressionner, mais pour être impeccable, rayonnante, incontestablement forte au moment des révélations. J'ai également commandé des copies imprimées de tous les relevés bancaires que Marcel m'avait fournis, preuves irréfutables du détournement de fonds, et je les ai rangés dans un élégant porte-documents en cuir qui se glissait parfaitement dans mon sac à main. Mais surtout, il y a eu le travail émotionnel. J'ai passé ces semaines à me résigner à une vérité douloureuse. Mes enfants n'étaient pas ceux que je croyais. Ou peut-être étaient-ils exactement ce qu'ils avaient toujours été, et j'avais refusé de le voir. Ce n'étaient pas des enfants perdus qui avaient commis une erreur. C'étaient des adultes trentenaires qui m'avaient consciemment exclu, humilié et volé, tout en me souriant. Cette acceptation a été libératrice. Cela signifiait que je n'avais pas à me sentir coupable de ce que j'allais faire. Ce n'était pas une vengeance cruelle contre mes innocents enfants. C'était une justice méritée contre des adultes qui avaient fait des choix conscients. Le jour de l'embarquement arriva. Je suis arrivée au port de Barcelone 2 heures avant l'heure de départ officielle, volontairement en avance, pour éviter de croiser mes enfants à l'enregistrement. Je portais de grandes lunettes de soleil et un élégant chapeau à large bord, non pas pour me dissimuler, mais par précaution. Je voulais contrôler précisément le moment et l'endroit où ils me verraient pour la première fois. L'équipage du navire m'a traité avec les égards réservés aux passagers des suites de luxe. On m'a conduite dans un couloir privé, on m'a offert du champagne de bienvenue, et lorsque j'ai enfin pénétré dans ma cabine, j'ai dû admettre que l'investissement en valait la peine. Spacieuse, elle disposait d'un balcon privé donnant sur la mer, d'un lit king size avec des draps en coton égyptien et d'une cloison dont j'ai vite constaté qu'elle était aussi fine que Marcel l'avait promis. J'ai collé mon oreille à la cloison et j'ai perçu un léger bruit de mouvement dans la cabine voisine. Il n'était pas encore arrivé. J'ai passé la première heure à déballer méthodiquement mes affaires, à ranger mes vêtements et à mettre mon porte-documents dans le coffre-fort de la cabine. Puis, je l'ai entendu. Des voix fortes, des rires, le bruit caractéristique des valises de traîner sur le sol. Camille se plaignait avec enthousiasme de la taille de la cabine, disant qu'elle s'attendait à quelque chose de plus grand, vu le prix. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas rire de l'ironie de la situation. Vu le prix qu'ils avaient payé. Avec mon argent. Thomas a répondu quelque chose comme quoi ils avaient de la chance d'avoir cette cabine, que le bateau était complet. De nouveaux rires. Quelqu'un a ouvert une bouteille de champagne. On a porté un toast à la meilleure semaine de leur vie, loin des responsabilités et du stress. Loin de moi, ai-je pensé. Pendant les 3 premiers jours de la croisière, j'ai gardé mes distances. J'allais dîner dans les restaurants alternatifs quand je savais qu'ils seraient au dîner principal. Je restais sur mon balcon pendant qu'ils exploraient le pont. Mais j'observais tout. Et surtout, j'écoutais. À travers cette fine cloison, j'ai surpris des conversations qui ont confirmé tous mes soupçons. Le 2e soir, après un dîner visiblement bien arrosé, Camille et Thomas ont veillé tard à discuter. D'une voix pâteuse, elle a dit que sa mère était probablement chez elle, à regarder ses feuilletons, complètement inconsciente de tout. Thomas a ri
et a dit quelque chose comme quoi j'étais tellement prévisible, tellement ancrée dans mes habitudes, que je ne me douterais de rien. Camille a alors dit quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Elle a déclaré que lorsqu'elle aurait 35 ans, dans 6 mois, elle aurait enfin le contrôle total de sa part dans l'entreprise et pourrait prendre des décisions sans avoir besoin de ma signature. Thomas acquiesça avec enthousiasme, affirmant que lorsqu'ils prendraient tous deux les rênes, la première chose qu'il ferait serait de me mettre à la retraite, de me verser une généreuse pension et de m'écarter des décisions de l'entreprise. Après tout, argumentait-il, je ne comprenais rien au monde des affaires modernes. J'étais resté bloqué dans des méthodes archaïques et ce n'était qu'une question de temps avant que je ne sois officiellement mise à l'écart. Allongé dans mon lit, dans le noir, le cœur battant lentement et régulièrement, j'écoutais tout cela. Je ne ressentais aucune colère. J'éprouvais une lucidité absolue. Il ne se contentait pas de m'exclure de la croisière. Il comptait m'exclure de ma propre vie, de l'entreprise que j'avais bâtie. Et il me croyait trop bête, trop vieux, trop insignifiant pour m'en rendre compte. Ce soir-là, je finalisais les derniers détails de mon plan. Discrètement, je m'entretenais avec le maître d'hôtel du restaurant principal, lui expliquant que je souhaitais réserver une table pour le dîner de gala du dernier soir. Je demandais une table précise, stratégiquement placée près de celle déjà réservée au groupe Moreau. Il me regarda avec curiosité, sans poser de questions. L'argent et l'éducation ouvrent des portes, et j'avais les deux. Le 4e jour à Santorin, je me suis enfin permis d'être vue. C'était naturel, soigneusement orchestré pour paraître fortuit. J'étais à la piscine du pont supérieur, un espace réservé aux clients de première classe, quand j'ai entendu des voix familières s'approcher. Camille et Thomas avaient réussi à obtenir des laissez-passer pour la journée, impressionnant sans doute quelqu'un de l'équipage. Je n'ai pas enlevé mes lunettes de soleil. J'ai continué ma lecture. Ils sont passés à quelques mètres de moi, tellement absorbés par leur conversation qu'ils ne m'ont pas remarqué. Ou peut-être ne s'attendaient-ils tout simplement pas à me voir là. Après tout, j'étais censée être chez moi, invisible et insouciante. Le 6e jour, un événement fit battre mon cœur plus fort d'impatience. J'entendis Camille parler au téléphone à travers le mur, sans doute à une amie qui n'était pas venue. Elle évoquait avec enthousiasme le dîner de gala du lendemain soir, combien il serait élégant et exceptionnel. Puis, en riant, elle me confia son plan. Pendant le dîner, une fois tout le monde réuni, elle porterait un toast ironique à la mère de l'année, à celle qui restait à la maison pendant que la famille s'amusait, à la pauvre Élise qui devait se sentir bien seule, à Paris. En entendant cela, un sourire froid se dessina sur mes lèvres. Ils allaient vraiment porter un toast ironique à la mère de l'année, se moquant de moi publiquement, me croyant à des milliers de kilomètres. Leur arrogance était si flagrante qu'elle en frôlait le ridicule. Mais c'était aussi le cadeau parfait. Ils m'avaient offert la scène idéale, le moment précis pour renverser la situation. J'ai passé la nuit à repasser mentalement chaque mot, chaque geste. Pas de cris, pas de larmes. Ce serait chirurgicalement précis. Ce serait inoubliable. Le soir du dîner de gala arriva. J'enfilai ma plus belle robe, une robe bleu marine à la coupe impeccable qui me donnait l'allure que j'avais. Une femme forte et sûre d'elle. Je relevais mes cheveux en un chignon élégant, portais de discrètes boucles d'oreilles en perles et un rouge à lèvres rouge profond. Je glissais ma mallette dans un sac à main raffiné. Lorsque je descendis dans le hall principal à 20 heures précises, la salle resplendissait. Lustres en cristal, tables ornées de compositions florales blanches, une douce musique d'ambiance. Le maître d'hôtel me conduisit à ma table, me lançant un regard complice. Ma table se trouvait à seulement 5 mètres de celle du groupe Moreau, offrant une vue imprenable. Il n'était pas encore arrivé. J'ai commandé un verre de vin blanc et j'ai attendu, observant les autres passagers entrer, vêtus de leurs plus beaux atours. Puis je les ai vus. Camille
était resplendissante dans une robe dorée qui avait probablement coûté 3 000 €, payée sur le compte de l'entreprise. Thomas portait un smoking parfaitement taillé. Derrière eux arrivaient les cousins, la famille élargie, même son ex-petite amie Sophie, tous riant et bavardant avec animation. Ils ont pris place à la grande table ronde qui leur était réservée. Et pendant les 40 premières minutes du dîner, je suis restée invisible, observant. J'observais leurs toasts, les photos qu'ils prenaient, et comment Camille, avec son charisme naturel, régnait sur la table, racontant des anecdotes qui faisaient rire tout le monde. Après le plat principal, au moment du dessert, Camille se leva. Elle tapota légèrement son verre avec sa cuillère, attirant l'attention. Le silence se fit à sa table. Plusieurs tables autour d'elle gardèrent le même silence, intriguées par le discours qui allait suivre. Elle commença par parler de famille, de l'importance de ces moments, loin du stress quotidien. Puis, avec ce sourire que je connaissais bien, ce sourire ironique qu'elle arborait quand elle se croyait particulièrement brillante, elle leva son verre et annonça qu'elle souhaitait porter un toast. Un toast à la mère de l'année, à la chère Élise Moreau, qui s'était tant sacrifiée pour sa famille et qui, malheureusement, n'avait pu être présente sur cette merveilleuse croisière, trop occupée chez elle. Toute la table rit. Thomas ajouta, insinuant que je regardais sans doute une émission de cuisine à la télévision, à ce moment précis, complètement inconsciente qu'ils vivaient la plus belle semaine de leur vie. De nouveaux rires fusèrent. Sophie fit une remarque sur les personnes âgées et leurs habitudes. Les verres furent levés. Le toast moqueur allait avoir lieu. Je me suis levée de ma chaise. Le mouvement était fluide, mais délibéré. J'ai marché lentement vers leur table, chaque pas mesuré, chaque regard se tournant peu à peu vers moi. J'ai vu l'instant précis où Camille m'a reconnue. Le verre s'est figé en plein vol. Elle a pâli. Thomas a tourné la tête et son expression est passée de la confusion à la stupéfaction. Un silence s'est installé dans la pièce, comme des ondulations à la surface d'un lac. J'ai atteint le centre, entre ma table et la leur, et j'ai enfin pris la parole. Ma voix était calme, claire, portée de façon à ce que chacun puisse m'entendre. J'ai remercié Camille pour son toast sincère à la mère de l'année. J'ai dit que c'était un véritable honneur d'être reconnue, surtout après avoir passé les 7 derniers jours dans la cabine voisine, à écouter chacun de leurs mots, chacun de leurs rires, chacun de leurs stratagèmes pour me rendre insignifiante. J'ai ouvert mon sac et sorti mon porte-documents. J'ai commencé à lire à voix haute les relevés bancaires, chaque dépense professionnelle frauduleuse, chaque dîner à 25 000 € déguisé en réunion d'affaires, les 25 000 € transférés pour payer cette croisière, présentée comme une séance de planification stratégique. J'ai expliqué à toutes les personnes présentes, aux cousins qui pensaient que Camille et Thomas avaient réussi par leur propre mérite, aux amis qui les enviaient, que chaque centime de ces vacances luxueuses avait été volé à l'entreprise familiale, à mon entreprise. Car moi, Élise Moreau, j'étais l'actionnaire majoritaire, la véritable propriétaire de tout ce qu'ils exhibaient. Camille tenta de parler, la voix tremblante et désespérée. Mais je levai la main et elle se tut. Elle dit qu'elle en avait assez d'être invisible, d'être traitée comme une moins que rien. J'annonçais qu'à compter de cet instant, ils étaient tous deux suspendus de leurs fonctions au sein de l'entreprise, dans l'attente d'une enquête officielle pour détournement de fonds, qu'ils devraient et restituer chaque centime volé, et qu'ils allaient enfin apprendre ce que signifiait construire quelque chose de ses propres mains, sans exploiter le travail d'autrui. Un silence absolu régnait dans la salle. Certains passagers filmaient la scène avec leur téléphone portable. Je me retournais et regagnais ma table, terminant tranquillement mon dessert tandis que la table des Moreau restait figée dans un silence stupéfait. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, j'ai complètement reconstruit ma vie. J'ai vendu mes parts de l'entreprise à un concurrent pour une somme qui m'a garanti une indépendance financière
à vie. Camille et Thomas ont dû restituer 80 fois 1 000 € et font l'objet de poursuites pour détournement de fonds. J'ai ouvert mon propre cabinet d'architecture, réalisant enfin le rêve que j'avais abandonné il y a 30 ans. Et j'ai appris la leçon la plus précieuse de ma vie. Ne jamais sacrifier qui l'on est pour l'approbation de ceux qui ne nous apprécient pas. Car au final, la seule personne qui doit croire en vous, c'est vous-même.